Nous en avions parlé il y a longtemps en facecam et de manière peu intéressante. Reprenons le sujet aujourd'hui et j'espère que cela vous plaira. Peuple fort et résistant, ancien et sage, aujourd'hui parlons enfin comme il se doit des nains. Les nains sont appelés le petit peuple, car dans la taille, ils mesuraient entre 1,35 m et 1,52 m environ. Mais leur caractéristique la plus distinctive était leur barbe, qu'ils portent dès le début de leur vie, hommes et femmes confondus, et qu'ils ne rasent que par honte. Ils ont tendance à la convoitise de l'or, et ont commis leur part d'actes irréfléchis et cupides. Parmi ceux-ci figure par exemple la dispute au sujet du Nauglamir, qui a conduit au meurtre d'Eleuthingol, et a fait passer la suspicion initiale entre elfes et nains à une haine ouverte. Les nains vivaient généralement loin de la mer et évitaient de monter sur des bateaux car ils n'aimaient pas le bruit de l'océan et en avaient peur. Contrairement aux elfes et aux hommes, les nains ne sont pas comptés parmi les enfants d'Ilúvatar, leur créateur étant Mahal, mieux connu sous le nom de Aule le forgeron. Aule créa les 7 pères des nains, dont descendent tous les autres nains au plus profond d'une montagne inconnue quelque part en terre du milieu. Cependant, Aule n'avait pas le pouvoir divin d'accorder une vie indépendante à toute création, et les nains étaient ainsi liés à sa volonté. Ilúvatar vint et réprimanda Aule, qui confessa son désir de créer plus d'êtres vivants. Mais par repentir, il leva son marteau pour détruire les nains. Alors que le coup était sur le point d'être porté, les nains se recroquevillèrent et demandèrent grâce, car Ilúvatar avait eu pitié d'eux et avait donné la vraie vie aux créations de son enfant. Il les inclut alors dans son plan pour Arda, le monde. Cependant, Ilúvatar ne souhaitait pas qu'ils se réveillent avant les elfes, car il voulait que les elfes soient les premiers-nés. Ilúvatar accorda la vie aux nains, et c'est pourquoi ils sont connus comme les enfants adoptés d'Ilúvatar. Mais il demanda à Aule de les endormir dans leur salle de pierre profondément sous la montagne, et ils devraient se réveiller seulement et seulement après l'éveil des elfes. Les 7 pères se réveillèrent accompagnés par leurs épouses, bien que Durin Ier se soit réveillé seul. Les 7 différents groupes des nains sont originaires des endroits où les 7 pères des nains se sont réveillés pour la première fois. Les 7 clans des nains étaient les longues barbes, les gens de Durin que l'on connaît, ils se sont réveillés au mont Gundabad. Les barbes de feu et les ventrus s'éveillèrent dans les montagnes bleues. Je voulais juste dire que les ventrus en anglais s'appellent broad beams, ce qui signifie littéralement large poutre, et c'est merveilleux. Pour les poignes de fer, les cheveux noirs, les pieds de pierre et les barbes raides, leur lieu de naissance est inconnu, mais situé assurément loin à l'est. Durin s'installa dans les grottes au-dessus de Keletzaram, qui devint plus tard le plus grand des royaumes nains Khazad-dûm. Par conséquent, les salles des longues barbes n'étaient pas situées près des salles d'un autre royaume nain. Il existait également un 8e groupe de nains, qui n'était pas un membre distinct de ces 7 races, mais composé d'exilés de chacune d'entre elles. Les petits nains, qui furent chassés comme des animaux jusqu'à l'extinction par les elfes au cours du premier âge. On en a déjà parlé dans l'épisode sur Mime, représentant de ce petit peuple. Quelque temps après le réveil des elfes à Cuivanan, les 7 pères des nains furent libérés de leur chambre de pierre. L'aîné d'entre eux, appelé Durin, erra jusqu'à ce qu'il fonde la ville de Khazad-dûm, dans les grottes naturelles situées sous 3 montagnes, Barra-Zimbar, Zirak-Zigil et Bundushatur. La ville, peuplée par les longues barbes ou le peuple de Durin, s'est développée et a prospéré sans interruption tout au long de la vie de Durin, qui a été si longue qu'il fut appelé Durin trompe la mort, en référence à une croyance de son peuple selon laquelle il se réincarnerait 7 fois. Spoiler alert, cela a eu lieu. Loin à l'ouest de Khazad-dûm, les grandes villes naines de Belegost et de Nogrod ont été fondées dans l'Ered Luin, les montagnes bleues, pendant les années des arbres, avant l'arrivée des elfes en Beleriand. Les nains de Belegost ont été les premiers à forger une cotte de mailles d'anneaux liés, et ils ont également échangé des armes avec les Sindar et ont sculpté les 1000 cavernes de Menegroth pour Thingol, le seigneur de Beleriand. À Nogrod, le forgeron, Telchar, a forgé Narzil et Engrist,
deux lames les plus funestes de l'histoire d'Arda, ainsi que le célèbre Aume du Dragon de Dorlomin. Il est dit que certains nains de l'Est lointain étaient tombés dans l'ombre et avaient un esprit maléfique lorsque les ancêtres des Edain les ont rencontrés, mais peu d'histoires sont racontées à leur sujet. Les nains des Montagnes Bleues ont combattu les forces de Melkor au cours du Premier Âge, et les nains de Belegost ont été les seuls à pouvoir résister au feu des dragons lors de la bataille des larmes innombrables, lorsque le seigneur, Azaghal, mort dans la bataille, a poignardé Glaurung, le premier dragon. Les nains de Nogrod se sont également battus contre Melkor. Cependant, ils tuaient Thingol par cupidité et volèrent le Silmaril qu'ils avaient été chargés de placer dans le collier appelé Nauglamir. Un certain nombre de représailles s'en suivirent, et l'armée de Nogrod fut détruite par une force des Laikwendi et d'Ent. Oui, des Ents. Les deux royaumes nains seront finalement détruits, ainsi que la quasi-totalité du Beleriand, après la guerre de la Grande Colère. Les réfugiés nains se réinstalleront principalement à Khazad-dûm. Pendant ces périodes de guerre en Beleriand, les nains de Khazad-dûm ont prospéré dans une paix relative en colonisant les monts de fer et les montagnes grises, et en commerçant avec les ancêtres des hommes du Nord. Au second âge, vers l'an 40, les Barbes de Feu et les Larges Barbes qui vivaient à Nogrod et Belegost ont laissé la destruction derrière eux et sont venus grossir la population de Khazad-dûm, augmentant de par leur arrivée sa richesse et sa puissance. Les nains ont peu participé à la plupart des événements importants impliquant les autres races. Cependant, leur amitié avec les elfes devint plus étroite que jamais. Les nains de Moria entretenaient des liens étroits avec les Gwaithimir-Dain des régions. Les portes de Durin, à l'ouest de la Moria, furent construites pour faciliter la communication entre les deux peuples, et furent creusées et ouvragées conjointement par les deux races. L'on dit même que Celebrimbor lui-même traça les signes de la porte. Lorsqu'Eregion fut mis à sac par les forces de Sauron, les nains les assaillirent par derrière. Cependant, il était trop tard pour l'empêcher de conquérir tout Eriador. Lorsqu'Anatar distribua les anneaux de pouvoir, il en donna 7 aux seigneurs nains afin de les soumettre et de les contrôler. Cependant, ils n'ont pas eu le même effet que sur les hommes. Les nains ne sont pas passés dans le monde des spectres et ont en fait résisté à la domination. Les anneaux n'ont fait qu'accroître leur avidité et leur capacité à créer des richesses. Les rumeurs disent que ces anneaux sont maintenant dans les mains de Jeff Bezos, d'Elon Musk et Bill Gates en aurait eu un en son temps. À la fin du Deuxième Âge, très peu de nains participèrent à la guerre de la Dernière Alliance. Certains des nains de Moria ont même rejoint la grande armée de la Dernière Alliance des elfes et des hommes. Ah, avant pour les 7 anneaux c'était une blague évidemment, la plupart ont été pris ou détruits. Alors que l'ombre de Sauron devenait plus forte, vers l'an 1300, des choses maléfiques comme les orques des monts brumeux par exemple commencèrent à se multiplier, harcelant les nains dans leurs demeures de pierre. Au Troisième Âge, vers 1980, après des siècles et des siècles d'exploitation avide de mithril et d'autres minéraux, les nains réveillèrent un Balrog qui dormait dans les profondeurs des monts brumeux depuis le Premier Âge. Comment il était arrivé là? Ne me demandez pas, je m'en rappelle pas. Les nains fuirent Khazad-dûm donc, qui fut désormais appelé Moria, ce qui signifie fosse noire. La plupart des gens de Durin partirent pour les montagnes grises au nord, tandis que certains suivaient le nouveau roi Thrain Ier, qui se rendit brièvement à Erebor en l'an 1999. Pendant plus de 300 ans, les nains des montagnes grises ont prospéré jusqu'à ce que les dragons de l'extrême nord commencent à se renforcer. Certains fuirent vers les monts du fer, tandis que la plupart suivirent le nouveau roi, Thror, à Erebor pour fonder un nouveau royaume sous la montagne. Là, ils ont prospéré pendant plus de 200 ans, jusqu'à ce que le dragon, Smaug, descende en l'an 2770. Le roi et son peuple s'exilèrent vers le sud, tandis que la plupart des survivants se rendirent à nouveau dans les monts de fer. Le peuple de Durin s'installa dans le pays de Dun, et en l'an 2790, le roi Thror voyagea vers le nord jusqu'à la Moria, où il fut tué par le gobelin Azog. Le fils de Thror, Thrain II, qui avait reçu le dernier des 7 anneaux de son père avant son départ,
appela toutes les maisons des nains à la guerre. Ainsi commença la guerre des nains et des orques, au cours de laquelle les nains détruisirent toutes les forteresses des gobelins des monts brumeux, pour aboutir à la grande bataille d'Azanul Bizarre, où tous les clans nains s'unirent. Les armées de gobelins sortant de la Moria étaient fortes et implacables, jusqu'à l'arrivée des nains frais de Mont du Fer. La bataille se termina par la victoire des nains, mais à un prix élevé. Les clans des nains cependant n'étaient pas disposés à repeupler la Moria. Thrain vient donc dans les montagnes bleues et y établit son propre royaume. Le magicien Gandalf a aidé Thorin, fils de Thrain, à reconquérir le royaume d'Erebor. Thorin rassembla autour de lui 12 nains, pour la plupart de sa propre lignée, et furent rejoints par Gandalf et Bilbo Saquet. La quête d'Erebor s'achève avec la mort de Smaug. Après une querelle avec les hommes et les elfes au sujet du trésor non gardé, les nains, aidés par ceux des monts de fer, s'unirent aux hommes et aux elfes pour combattre les gobelins et les wargs qui attaquaient dans ce qui fut appelé la bataille des 5 armées, où Thorin fut tué. Gimli, fils de Glóin, rejoignit plus tard la communauté de l'Anneau en tant que représentant des nains et se lia d'amitié avec Legolas pendant la guerre de l'Anneau. On ne sait pas grand-chose des nains après le Troisième Âge. Après la guerre de l'Anneau, Gimli a amené une partie du peuple de Durin d'Erebor aux grottes scintillantes d'Aglarond derrière le gouffre de Helm et y fonda une colonie. Par la suite, Gimli a effectué de nombreux voyages avec son ami Legolas et l'histoire a perdu la trace de leur destin. Grâce à leur amitié et à leur influence, la querelle entre les deux races, qui durait depuis des millénaires, prit finalement fin peu avant le départ des derniers elfes de la Terre du Milieu. On raconte que Gimli et Legolas ont fini par embarquer sur un navire qui descendait la rivière Anduin, prenait la mer et traversait vers Valinor en l'an 120 du 4e âge. Gimli serait ainsi devenu le seul nain à avoir été autorisé à traverser et à voir Tirion la Belle de ses propres yeux. Durin VII, le dernier, reprit et ramena Khazad-dûm à sa splendeur originelle, et les Longbarbes y vécurent jusqu'à ce que le monde vieillisse et que les jours de la race de Durin prennent fin. De tous les peuples de la Terre du Milieu, les nains sont les plus résistants à la corruption et à l'influence de Morgoth puis de Sauron. Les 7 anneaux de pouvoir des nains ne les ont pas fait basculer dans le mal, mais ils ont amplifié leur avidité et leur soif d'or. On dit que très peu d'entre eux ont volontairement servi les ténèbres. Au premier âge, les petits nains qui vivaient en Beleriand descendaient des nains exilés pour de mauvaises actions des demeures de leurs espèces. Et après leur réveil, certains hommes avaient rencontré des nains de l'Est tombés sous l'ombre, qui étaient d'esprits mauvais et se méfiaient de leur race. Des 7 maisons, peu ont combattu dans l'un ou l'autre camp pendant la guerre de la dernière alliance à la fin du second âge, et on sait qu'aucun membre de la maison de Durin n'a jamais combattu aux côtés de Sauron de Morgoth. Au début du 3e âge, ou du moins dans les légendes de l'âge précédent, on sait qu'en certains endroits des nains malveillants avaient conclu des alliances avec des orques. Ceux-ci venaient très probablement des nains des maisons peu connues de l'extrême est évidemment. Cependant, il est dit qu'il y avait une inimitié entre certains nains et certains hommes d'autrefois qui étaient jaloux des richesses et des œuvres des nains, et ces derniers prétendaient de mauvaises choses sur les nains. Du coup, l'origine maléfique des nains peut très bien venir de là. Les nains ont été créés par Aule pour être forts, résistants au feu et aux maux de Morgoth. Ils étaient plus résistants que n'importe quelle autre race, secrets, têtus et inébranlables dans l'inimitié ou dans la loyauté. Les nains sont décrits comme les guerriers les plus redoutables de tous les peuples parlants. Une race guerrière qui se battait férocement contre quiconque leur faisait du tort, y compris les nains, d'autres demeures et d'autres seigneuries. Hautement qualifiés dans la fabrication d'armes et d'armures, leur arme principale est la hache de guerre, mais ils utilisent également des arcs, des épées, des boucliers, des marteaux, des pioches et des arbalètes. Ils sont résistants au feu, plus que les elfes ou les hommes, et la maladie était presque inconnue des nains, car ils étaient immunisés contre les maladies humaines. Ils étaient généralement moins corruptibles que les hommes. Lorsque Sauron tenta d'asservir le peuple libre de la Terre du Milieu à l'aide des anneaux de pouvoir, les elfes résistèrent complètement à son pouvoir, car sa main n'avait jamais touché les 3 anneaux, tandis que les 9 anneaux corrompirent complètement les hommes qui y emportèrent, pour en faire des spectres de l'anneau.
En revanche, les nains étaient suffisamment robustes et résistants pour que Sauron ne soit pas en mesure de les dominer à l'aide des 7 anneaux. Tout au plus, les 7 anneaux ont semé la discorde parmi les nains et ont donné à leurs porteurs une avidité insatiable pour l'or. Mais ils ne les ont pas transformés en spectres soumis au Seigneur des Ténèbres, qui a considéré que son plan avait donc échoué. Sauron était furieux de la résistance des nains, ce qui l'a poussé à vouloir leur reprendre les 7 anneaux. Un autre exemple est celui de Gimli, qui alors que Saruman utilisait le pouvoir de sa voix et que les Rohirrim étaient ensorcelés par sa magie, Gimli resta impassible et fit remarquer qu'on ne pouvait pas faire confiance aux paroles de Saruman, ce qui provoqua la colère de Saruman, au point qu'il rompit son propre charme. Au diapason de leur père, les nains étaient attirés par les substances d'Arda et l'artisanat. Ils extrayaient et travaillaient les métaux précieux dans les montagnes de la Terre du Milieu, et ils étaient considérés comme inégalés dans les arts tels que la forge, l'artisanat et le travail des métaux, ainsi que la maçonnerie, même par les Noldor. Les nains étaient les plus grands mineurs qui aient jamais existé en Terre du Milieu, construisant d'immenses salles sous les montagnes où ils bâtissaient leurs villes. Ils construisirent de nombreuses salles célèbres, dont Menegroth, la plus belle demeure de tous les rois ayant séjourné à l'est de la mer, Nargothrond, Khazad-dûm, les grandes demeures des nains et les salles des elfes dans la forêt noire, ainsi que le royaume sous la montagne à Erebor. Dans les ténèbres d'Arda, déjà, les nains réalisaient de grands ouvrages, car dès les premiers jours de leur père, ils avaient une merveilleuse habileté à manier les métaux et la pierre. Mais en ces temps anciens, ils préféraient travailler le fer et le cuivre plutôt que l'argent et l'or. Dans la trempe de l'acier, les nains n'ont jamais été dépassés, même par les Noldor, et dans la fabrication de la cotte de maille qui fut inventée par les forgerons de Belegost, leur travail ne souffrait aucun rival. Au cours du 3e âge de la captivité de Melkor, les nains forgeaient pour Thingol, car ils étaient très compétents dans ce domaine, même si aucun d'entre eux ne surpasserait les artisans de Nogrod, dont le forgeron Telchar était le plus renommé. Ils étaient également des maçons et des forgerons compétents. Les compétences des nains en matière de forge étaient réputées inégalées, ainsi que leur création en maçonnerie n'était surpassée par aucune autre. Et les compétences artisanales des nains étaient inégalées. Ils fabriquaient des objets d'une grande beauté à partir de pierres précieuses et de métaux. Ils fabriquaient de nombreuses armes, armures et objets d'art et de beauté célèbres, parmi lesquels Narsil, l'épée d'Elendil, plus tard celle d'Aragorn, le Heaume du Dragon de Dor-lómin et le collier Nauglamir, le trésor le plus précieux de Nargothrond et l'œuvre naine la plus célèbre des jours anciens. Au 3e âge, les nains façonnaient avec un art patient des œuvres de métal et de pierre qu'aujourd'hui personne ne peut imaginer atteindre évidemment. Cependant, comme l'a déclaré Glóin lors du Conseil d'Elrond, les nains d'Erebor ont surpassé leurs prédécesseurs en matière d'exploitation minière et de construction avant que Smaug ne descende sur la montagne solitaire. Mais pas en matière de travail du métal, de forge ou de fabrication de cottes de maille par exemple, car les secrets de leurs prédécesseurs furent perdus très longtemps auparavant. L'espérance de vie des nains variait en fonction de leur famille. Les Longbarbs avaient une espérance de vie particulièrement longue, mais au 3e âge, leur longévité avait diminué et ils vivaient en moyenne de 150 ans. Les rois du peuple de Durin, appelés Durin du coup, avaient une espérance de vie particulièrement longue. Ils pouvaient parfois vivre jusqu'à 300 ans. Et Dwalin, oui, ce Dwalin-là, atteignit l'âge rare de 340 ans, comparable à celle d'un homme du milieu vivant jusqu'à environ 100 ans. Jusqu'à l'âge de 30 ans environ, les nains étaient considérés comme trop jeunes pour les travaux lourds ou la guerre. C'est pourquoi le meurtre d'Azog par Dain Pied d'Acier à 32 ans était un exploit remarquable. À l'âge de 40 ans, les nains ont été endurcis et ont pris l'apparence qu'ils garderont pendant la majeure partie de leur vie. Entre l'âge approximatif de 40 et 240 ans, la plupart des nains étaient en pleine forme et capables de travailler et de se battre avec vigueur. Ils prenaient l'apparence de l'âge qu'environ 10 ans avant leur mort, se ridant et grisonnant rapidement, mais ne devenant jamais chauves naturellement. Bien que les nains ne souffraient pas de maladies, la corpulence pouvait les affecter. Dans des circonstances prospères, beaucoup d'entre eux grossissaient vers l'âge de 200 ans et devenaient physiquement inaptes, n'est-ce pas, Bombour? Le pain de terre était une racine, sorte de patate, bien connue des nains, mais presque inconnue des elfes ou des hommes. Le café était au moins connu des hobbits et des nains.
Et je gage que le pain de terre fut finalement connu par les hobbits. Les nains n'avaient que très rarement des animaux, n'hébergeaient même pas de chiens et ne montaient pas volontiers à cheval. C'est pour cette raison qu'ils ont trouvé dans les hommes du Nord des alliés de poids au second âge. Les effectifs des nains, bien que parfois florissants, connaissent souvent des périodes de déclin, surtout en période de guerre. L'augmentation lente de leur population était due à la rareté de femmes naines, qui représentaient qu'un tiers de la population totale. Les nains se mariaient rarement avant l'âge de 90 ans, voire même plus, et avaient rarement plus de 4 enfants. Et ils ne prenaient qu'un seul mari ou une seule femme dans leur vie, et étaient jaloux comme dans tous les domaines de leurs droits. Le nombre d'hommes nains qui se mariaient était en fait inférieur à la moitié, car toutes les femmes naines ne prenaient pas de mari. Certaines n'en voulaient pas, d'autres en voulaient un qu'elles ne pouvaient pas avoir et ne voulaient pas en avoir un autre, et beaucoup d'hommes nains ne désiraient pas se marier parce qu'ils étaient absorbés par leur travail ou par la guerre. Les femmes naines se promenaient rarement à l'étranger, et cela seulement au cas de grande nécessité. Lorsqu'elles voyageaient, elles ressemblaient tellement aux hommes nains par la voix et l'apparence, ainsi que les vêtements, qu'il était difficile pour les autres races de les distinguer. De même, elles étaient rarement nommées dans les généalogies, rejoignant les familles de leurs maris. La seule femme naine nommée est Dis, la sœur de Thorin, à qui l'on a donné une place dans les archives en raison de la mort courageuse de ses fils, Fili et Kili. La rareté des femmes, leur mention rare et leur apparence identique à celle des hommes, couplée à la culture secrète des nains, a conduit beaucoup de gens à croire à tort que les nains étaient nés de la pierre et qu'à leur mort ils retournaient à cette pierre. Les nains sont farouchement dévoués à leurs parents et à leurs enfants. Dans leur désir de voir leurs enfants devenir robustes et endurants, ils peuvent les traiter durement, mais ils les protégeront à tout prix. Les nains n'apprécient pas plus les blessures infligées à leurs enfants et à leurs parents que celles qui leur sont infligées à eux-mêmes. Du coup, gare à celui qui fera du mal à quelqu'un chez les nains. La langue naine, pour terminer, a été créée par Aule et est appelée Khuzdul. C'est une langue étrange pour les elfes et les hommes, et peu de non-nains l'apprirent, car elle était difficile et les nains la gardaient secrète, préférant communiquer dans les langues de leurs voisins. Une seule phrase en Khuzdul était bien connue des étrangers. L'ancien cri de guerre remontant au moins au premier âge. Baru Khazad! Khazad aïe menu! Ce qui signifie les haches des nains. Les nains sont sur vous! Les nains enseignaient soigneusement le Khuzdul à leurs enfants, comme une langue apprise et non comme une langue de berceau. Ainsi, la langue a très peu changé au cours des âges, contrairement à celle des autres races. Les nains ont également conçu un langage secret de gestes pour communiquer entre eux en silence. L'Iglishmek. Il est certain qu'au premier âge, lors de leur premier contact avec les elfes, la seule langue du Beleriand devait être le Sindarin à cette époque, car les Noldor n'étaient pas encore revenus d'Aman. En toute logique, le Sindarin était donc une langue utilisée par les nains. Mais les nains étaient prompts à apprendre et étaient en fait plus disposés à apprendre la langue des elfes qu'à enseigner la leur à une race étrangère. En fait, les nains étaient tellement impressionnés par les runes elfiques, les Kirth de Daeron, pour écrire le Sindarin, qu'ils les ont adoptés pour les utiliser dans leur propre langue, et les ont utilisés pour toujours. C'est ainsi qu'on retrouve des runes naines un peu partout dans les demeures du petit peuple. Les nains s'intéressaient beaucoup aux langues depuis leur premier contact avec d'autres peuples, et avaient une bonne capacité à prononcer les noms étrangers des autres langues. Cependant, ils ne pouvaient pas dissimuler leur voix qui était d'un ton profond, chaleureux. Voilà enfin pour une histoire assez correcte des nains. Je ne suis pas entré dans les détails, mentionnant par exemple la quête de Balin ou le destin de Thrain, car je n'ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Si celui-ci vous a plu, pensez à suivre la chaîne car pas mal de vidéos lore ont été faites et d'autres sont à venir. Ensuite, si vous désirez me soutenir, et ça me ferait vraiment plaisir, venez sur Tipeee et même sur Twitch où je fais du gaming en tout genre. Je me retrouve très souvent tout seul en live. Du coup, si vous voulez venir voir un peu du gaming et puis rien que discuter, ça ferait vraiment plaisir. Alors il ne me reste qu'à vous remercier d'être resté jusque là et à vous dire à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!